plusieurs pays touchés par le Covid-19. Et maintenant, un nouvel épisode de votre série préférée, les Beat Bananes. Beat Bananes. Bouge plus ou je te pénètre, fils de pute. Tu ne crois pas si bien dire. J'espère que t'es protégé. Mais comment faites-vous pour être aussi courbé? Ce n'est pas pour rien que je suis une Beat Banane, bébé. Ça a un goût de banane. Ouais, normal. Vous aimez ça, les adaptations de jeux vidéo? Eh bien ça tombe bien, parce que j'ai pas fini encore avec ça. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, vous me connaissez à force. Aujourd'hui, nous allons pas parler de films de merde, enfin en tout cas ça dépendra pour certains, mais plutôt en ce qui me concerne d'adaptation moyenne. Adaptation de jeux vidéo, je dis ça pour les nouveaux arrivants. En effet, les films que je vais aborder sont pour beaucoup considérés comme des grosses merdes. Et me concernant, eh bien, je dirais que ça varie sur beaucoup de points. Donc nous allons commencer en douceur avec une adaptation de jeux vidéo d'Ubisoft, l'une des sagas les plus connues aujourd'hui tombée dans les méandres des abysses. Je parle bien sûr de Prince of Persia, les sables du temps. Réalisé par Mike Newell, le réalisateur du 4e volet d'Harry Potter, considéré pour beaucoup comme le meilleur de la licence. Le film se focalisera sur le prince Dastan, un prince fougueux et séducteur incarné par Jake Gyllenhaal, vous l'avez compris, un habitant de Perse joué par un Américain. Celui-ci, après la quantité de complots visant à faire avancer l'histoire, est contraint de s'allier avec la princesse Tamina. Ils vont se pécho. Comme ça c'est dit. Interprété par Gemma Arterton, que je vous recommande dans Gemma Bovary, qui s'est cassé le cul à parler français juste pour jouer avec Lucchini, et ça c'est la classe. Oui, c'est une bombe atomique, oui, on est comme un fou, et que si j'avais 18 ans, je crois que je me serais tiré sur la tige, parce qu'elle me rend dingue, parce qu'elle est sexe, et elle est sexe sans vulgarité. Mais Tamina devait à la base être jouée par Golshifteh Farahani, qui est une actrice possédant la double nationalité française et iranienne. Le rôle lui serait allé comme un gant, mais en fait non, puisque ça aurait fait complètement tâche aux côtés de Jake Gyllenhaal, qui lui est blanc comme un huc. De toute façon, celle-ci était contrainte de rester en Iran après avoir été stoppée par les autorités à cause du film Mensonge d'État de Ridley Scott, donc bon. Oups. Bref, les deux tourtereaux vont s'allier pour affronter le méchant vizir, incarné par Ben Kingsley, que je vous recommande chaudement dans le biopic de Gandhi avec la VF d'Eddie Murphy, et c'est super bizarre. T'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis « fais péter le clafoutis » et qui te dit « j'aime pas le clafoutis ». Une grosse partie de l'équipe technique de la trilogie Pirates des Caraïbes bossait sur le projet, et Michael Stevenson, l'assistant réel de Shining, était sur le tournage. Autant dire qu'on nous a pas trop pris pour des cons. Notez deux choses intéressantes avec ce film. La première étant le fait que ce long métrage reprend directement le titre du premier jeu, Les Sables du Temps, sorti sur PS2 en 2003. Je rappelle que ce dernier parle d'un jeune prince qui, en ouvrant un sablier diabolique, maudit les habitants du palais. Il s'avère que le méchant vizir avait manigancé un plan maléfique avec tout ce remue-ménage, et c'est accompagné de Farah que le jeune prince tentera de sauver le palais. Pourtant, dans le film, le protagoniste porte la même armure que l'âme du guerrier, qui s'avère être la suite du premier jeu sorti sur PS2. Et la deuxième chose à noter, c'est le fait que la même année du film sortait le jeu Prince of Persia, les Sables oubliés, quasiment au même moment. Après avoir rebooté la licence avec l'excellent épisode Cell Shading de 2008 qui avait malheureusement bidé, Ubisoft revient aux sources en proposant un opus situé entre les deux premiers jeux de la licence, et au même moment sort le film qui réécrit le premier jeu. Et comme par hasard, les deux affiches de ces deux mêmes œuvres sont sensiblement identiques. Vous me suivez? Bref, autant dire que tout ceci n'était qu'un énorme coup marketing, mais en bien, car les producteurs ont tenté de faire renaître la licence qui ne veut plus fonctionner aujourd'hui. En tout cas, c'est le prix qu'a payé Les Sables oubliés, que j'ai trouvé très agréable, bien qu'oubliable. Parlons maintenant du film, on va rentrer dans le vif, celui-ci est assez moyen. Les effets spéciaux pour l'époque sont corrects, l'histoire est simple, les acteurs font avec les moyens du bord, et la réal pose parfois problème. Et pour contrer les difficultés de raccord qui sautent à l'image, probablement à cause des changements forcés apportés par la prod, le montage tente tant bien que mal de rafistoler tout ça,
mais ça se voit. Et concernant l'adaptation, c'est là que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'adapter le jeu PS2 Les Sables du Temps, mais racontent ce qui aurait pu se passer si le vizir n'avait pas libéré les Sables du Temps dès le début. Du moins, je l'ai pris à peu près de cette manière, parce que pas mal de choses changent. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, j'ai trouvé l'univers du jeu relativement respecté et ça m'a fait plutôt plaisir. Après, le film est, tout comme Les Sables oubliés, relativement oubliable. Au final, ça se voit que c'est un film avec un fort potentiel, mais qui s'est fait fouetter le cul par la prod, qui devait cutter des séquences dans tous les sens. Et je le sais, car comme je vous le disais, ça se voit surtout au niveau du montage que j'ai trouvé chaotique. Ce dernier tente de camoufler les problèmes de raccord parfois visibles à l'œil nu. On dirait presque un fan film YouTube. Et concernant le scénario, c'est à la fois pas fou et intéressant, avec une fin douce amère. Pourquoi pas. Le film a coûté près de 200 millions de dollars, ce qui équivaut à une fortune au cinéma hollywoodien, surtout en matière d'adaptation de jeux vidéo, et en a rapporté 336,4 millions. Prince of Persia, Les Sables du Temps s'est avéré être l'un des pires échecs de Disney, et considéré comme dangereux pour une suite, car en Amérique, si des gars claquent 200 millions en budget, ils s'attendent au minimum à faire péter au mieux le milliard, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui enterrera à tout jamais cette licence sur tous les supports. Dans mon dernier classement des adaptations moyennes, je range dans le lot le film Max Payne. Ouais, ça n'a aucun lien contrairement à l'épisode sur Tomb Raider, je reconnais. Et oui, je sais que ce dernier est considéré comme une bouse incommensurable et a raison. Mais viendez, je vais vous expliquer pourquoi je classe tout ça en moyen, après on en sera débarrassé. Ce film est sorti le 12 novembre 2008, réalisé par l'inexistant John Moore, un des nombreux esclaves asservis d'Hollywood, responsable du film The Omen, connu en France sous le nom de 666 La Malédiction. Je veux plus de traductions comme ça les mecs. Diable, pas beau. Mais 7 ans plus tôt, tout juste avant la sortie du jeu d'origine, des producteurs tels d'Emotion Film faisaient déjà de l'œil à une idée d'adaptation en film. Finalement, c'est la 20th Century Fox qui a... Tu dis pas Fox, Disney trouve que ça fait extrême droite. Pardon. C'est finalement 20th Century Studios qui prendra les commandes un an après leur tentative sur Hitman. Le film est scénarisé par un certain Beau Thorne, inconnu au bataillon, et croyez-moi, j'en ai vraiment chié pour trouver des photos. Celui-ci a ratissé le jeu vidéo de manière à proposer une histoire qui se rapproche le plus possible de l'original, tout en restant cinématographique. Max Payne était donc son premier film, et son dernier. Salut Beau Thorne! Au casting, on retrouvera Mark Wahlberg pour jouer le rôle de Max. Pour moi, c'est ok. Max Payne raconte l'histoire d'un flic qui perd sa femme et son enfant et devient par la suite un peu foufou sur les bords dans sa quête de vengeance pour retrouver les meurtriers. Comme dans le jeu après tout. C'est vrai que l'histoire ressemble si on accepte les Valkyries ajoutées par la prod en pensant séduire le public cible, donc les gamers. Ah forcément, les jeunes ils aiment ça les monstres hein, tiens on va en mettre plein. Inutile de préciser le fait que cet ajout rend le film très gamin, mais à part ça, j'avoue qu'il y a quand même un parti pris, pas forcément réussi, mais reconnaissable vis-à-vis de l'univers de Max Payne, je parle bien du polar noir dont s'est inspiré le jeu. Là où tout pêche selon moi, c'est l'intérêt qu'apporte ce film. Le jeu vidéo Max Payne est une expérience qui donnait quelque chose de tout à fait nouveau aux joueurs. Retranscrire ça en film ne donne aucune saveur, ce n'est tout bonnement pas une œuvre, juste un produit de consommation dans l'espoir d'attirer le public de niche. Et il faut dire que ça a payé puisque le film a rapporté un peu plus du double de son budget au box-office, soit 85,8 millions de dollars pour un budget de 35 millions, ce qui est considéré comme un échec pour une production hollywoodienne. Et preuve que cette adaptation n'apporte absolument rien, à la fois aux spectateurs lambda mais également aux joueurs, c'est que le héros s'appelle Max Payne. Payne est l'homophone de pain en anglais, ce qui signifie souffrance ou douleur. Ça a volontairement été posé là dans le jeu pour appuyer le décalage sur la symbolique du personnage qui souffre intérieurement en hommage aux films qui l'ont inspiré. Mais transposer ça en film décrédibilise immédiatement la situation et nous donne encore moins envie de le prendre au sérieux. C'est un peu comme si dans un fan film Star Wars t'avais un personnage qui s'appelait Sabre Laser ou dans un film Marvel t'avais un héros qui s'appelait Captain Ok, j'ai rien dit. J'ai quand même quelques bons points à mentionner, par exemple les scènes d'action que je trouve intéressantes, ou encore Mark Wahlberg qui est un très bon choix pour jouer le rôle de Max. Bon, juste un bon choix sur le physique, parce que d'une part, celui-ci a les sourcils bloqués en français pendant plus d'1h30, et d'une autre, une nomination aux Ready Awards 2009 lui a été attribuée comme pire acteur, une nomination bien méritée. Le film se veut esthétique en reprenant les mêmes codes d'un Frank Miller de Sin City, et certains choix de réal sont plutôt sympas, même si John Moore a lui-même mentionné avoir ajouté des plans vue FPS pour se rapprocher d'un jeu vidéo, sauf que le jeu vidéo n'est pas en vue FPS, tête de con. Malheureusement, la musique est franchement pas ouf et le film nage dans beaucoup
Beaucoup de stéréotypes. Je pourrais mentionner les dialogues par exemple que je trouve un peu prétentieux. Il y a une armée de cadavres au fond de ce fleuve. Des criminels. Des gens qui ont manqué de temps. Il y a une armée de cadavres au fond de ce fleuve. Yeah. De toute façon, l'intégralité du film est prétentieux, que ce soit les dialogues ou les acteurs qui surjouent et enchaînent les clichés. Et en plus de ça, le film est extrêmement immature avec des censures tellement débiles que je me suis moi-même senti malaisé. Salut, je m'appelle Peggy 13. Cette couverture posée sur mes seins n'existe que pour faire élargir le jeune public. Salut, moi c'est John Moore. Je fais des séquences pseudo-artistiques dans mon film à la place de scènes violentes de manière à remporter mon dossier contre le comité de censure américain. Au final, Max Payne ressemble un peu à ce qu'aurait pu être une adaptation d'un jeu Quantic Dream en long métrage, c'est-à-dire une œuvre inadaptable en film. C'est pas pour rien qu'on dit que le jeu même, Max Payne, est un film. C'est à peu près le même problème visible sur les adaptations des jeux Resident Evil, eux-mêmes inspirés des œuvres de Romero. Et oui, voilà ce qu'est le film Max Payne. Une adaptation semi-correcte en termes d'histoire et d'univers dans un film creux, sans goût ni trop, qui ne perce jamais dans l'originalité. On nage en plein dans la moyenneté la plus totale. Ce film est ni bon ni mauvais, un véritable encéphalogramme plat. C'est donc sans attendre évidemment que je snappe un bon coup de manière à changer le titre de ce film.